quand on arrive à un certain âge, et je parle ici de cet âge que beaucoup redoutent, ces années qui commencent par un 7 suivi d'un 0, quelque chose de très particulier se passe. Quelque chose que la médecine ne mesure pas, que les bilans de santé n'évaluent pas, et que pourtant chaque personne qui traverse ce seuil ressent profondément. C'est une sorte de clarté, une clarté un peu brutale parfois. Comme si les années avaient lentement poli un miroir et que soudain on pouvait se voir dedans avec une netteté qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et dans ce miroir, on ne voit pas seulement son visage, on voit sa vie, on voit les choix qu'on a faits, on voit les personnes qu'on a aimées, celles qu'on a perdues, celles qu'on a gardées trop longtemps par habitude ou par peur. Et surtout, et c'est là où je veux vous emmener aujourd'hui, on voit l'énergie qu'on a donnée, parfois avec générosité, parfois avec sagesse, et parfois, hélas, avec une prodigalité qui nous a coûté bien plus que nous ne le réalisions. Je veux vous parler de ça aujourd'hui, de l'énergie, pas l'énergie physique, même si elle compte, bien sûr, mais l'énergie intérieure, cette force invisible qui nous permet de nous lever le matin avec le sentiment que la journée a un sens. Cette capacité à être présent, à ressentir, à aimer, à créer, à contribuer. Cette énergie-là, elle n'est pas illimitée. Et après 70 ans, elle devient, comment dire, plus précieuse encore, plus rare, plus consciente d'elle-même. Alors la question que je pose et que je vous invite à vous poser avec moi, c'est celle-ci. À qui donnez-vous cette énergie? Et surtout, y a-t-il des personnes dans votre vie? Pas des ennemis, pas des étrangers, souvent même des gens que vous aimez, à qui vous continuez de donner une énergie que vous n'avez plus vraiment les moyens de donner. Ce n'est pas une question cruelle, c'est une question de survie intérieure. Et je dirais même une question d'amour. Parce que pour continuer à donner quelque chose de vrai, de vivant, de nourrissant aux autres, il faut d'abord s'assurer qu'il reste quelque chose à donner. Je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée dans le cadre de mon travail. Elle avait 72 ans. Elle était venue me voir avec ce qu'elle décrivait comme une fatigue inexplicable. Les examens médicaux ne trouvaient rien. Elle dormait correctement. Elle mangeait bien. Et pourtant, chaque matin, elle se levait déjà épuisée, comme si quelque chose, pendant la nuit, lui avait siphonné toute sa vitalité. Nous avons parlé longtemps, et peu à peu, en parlant, il est apparu que sa vie sociale était peuplée de plusieurs personnes. Une fille adulte, un vieil ami, une voisine, dont chaque interaction la laissait vide. Pas par malice de leur part, pas par méchanceté, simplement parce que ces relations fonctionnaient à sens unique depuis si longtemps que cela était devenu invisible. Ce que j'ai appris avec elle et avec tant d'autres personnes au fil des années, c'est que la fatigue émotionnelle ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Elle ressemble souvent à de la normalité. On se dit c'est ma fille, c'est normal que je l'aide. C'est mon amie depuis 30 ans, c'est normal que je l'écoute. C'est ma voisine, c'est normal que je sois là pour elle. Et ce mot, normal, finit par fonctionner comme un anesthésiant. Il endort notre discernement. Il nous empêche de poser la seule question qui compte vraiment: est-ce que cette relation me nourrit ou est-ce qu'elle me vide? Je ne vous propose pas de devenir indifférent. Je ne vous propose pas de vous enfermer dans une citadelle émotionnelle et de baisser le pont-levis. Non. Ce que je vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus humain. Je vous propose d'apprendre à distinguer les relations qui vous portent de celles qui vous pèsent, à distinguer la générosité choisie de la générosité contrainte, à distinguer l'amour libre de la culpabilité déguisée en amour. Et pour ça, nous allons explorer ensemble, au fil de cet échange, plusieurs types de personnes. Pas pour les condamner, pas pour les fuir comme s'ils étaient dangereux, mais pour les voir clairement et pour comprendre pourquoi, après 70 ans,
Leur présence dans votre vie mérite d'être reconsidérée avec une lucidité bienveillante. Commençons par ce que j'appelle les personnes à énergie négative chronique. Ce sont des personnes que vous connaissez probablement. Vous les reconnaissez à un signe très simple. Chaque fois que vous raccrochez le téléphone après leur avoir parlé, ou que vous fermez la porte derrière elles après leur visite, vous vous sentez plus lourd, pas triste nécessairement, pas blessé, juste plus lourd, comme si l'air de la pièce avait changé de consistance. Ces personnes ne sont pas forcément malheureuses dans leur vie. Parfois elles le sont, mais pas toujours. Ce qui les caractérise, c'est davantage une certaine façon d'habiter le monde, une façon systématiquement orientée vers ce qui ne va pas. Le temps est soit trop froid, soit trop chaud. Les nouvelles sont toujours catastrophiques. Les gens sont toujours décevants. L'avenir est toujours menaçant. Et chaque conversation avec elles finit par devenir, à votre insu, une immersion dans ce regard-là sur le monde. La psychologie appelle ça la contagion émotionnelle. C'est un phénomène réel, documenté, fascinant dans sa mécanique. Nous sommes des êtres poreux. Nos systèmes nerveux se synchronisent les uns avec les autres bien plus vite et bien plus profondément que nous ne le pensons. Quand vous êtes assis en face de quelqu'un qui souffre, quelque chose en vous souffre aussi. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a peur, quelque chose en vous se contracte. C'est de l'empathie et c'est magnifique. Sauf quand cette empathie devient un déversoir sans fond pour la détresse d'un autre. Il y a une différence fondamentale entre être présent à la souffrance d'un autre et se laisser absorber par elle. La présence bienveillante, c'est rester debout à côté de quelqu'un qui est assis dans la peine. Se laisser absorber, c'est finir assis avec lui dans la même peine sans que personne ne puisse aider personne. Après 70 ans, votre système nerveux a une histoire. Il a traversé des deuils, des maladies, des séparations, des peurs, des nuits d'insomnie, des années de tension. Il a une mémoire. Et cette mémoire le rend à la fois plus sage et plus vulnérable à certaines formes de surcharge émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique et psychologique que la sagesse commande de respecter. Alors, face aux personnes à énergie négative chronique, la question n'est pas « dois-je les abandonner ?» La question est « comment puis-je rester en lien avec elles sans me perdre dans ce lien ?» Et la réponse passe souvent par ce que j'appelle une présence dosée, pas froide, pas calculatrice, mais consciente. On peut aimer quelqu'un et décider que les visites seront plus courtes. On peut être attaché à quelqu'un et décider qu'on ne répondra pas au téléphone tous les jours. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Je pense souvent à cette image du masque à oxygène dans les avions. Vous savez, cette consigne que les hôtesses répètent avant chaque décollage. En cas de dépressurisation, mettez votre masque avant d'aider les autres. Beaucoup de gens trouvent ça égoïste. Certains me l'ont même dit. Mais c'est exactement l'inverse. Si vous ne mettez pas votre masque, vous perdez connaissance en quelques secondes et vous n'êtes plus en état d'aider personne. Prendre de soi pour pouvoir prendre soin des autres, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité aimante. Passons maintenant à une deuxième catégorie qui est à la fois très commune et très douloureuse parce qu'elle touche souvent aux personnes que nous aimons le plus profondément. Je parle des personnes qui ne grandissent pas, ou plutôt des personnes que nous empêchons de grandir parce que notre amour pour elles prend parfois la forme d'un sauvetage perpétuel. Dans le contexte des personnes de 70 ans et plus, ce profil apparaît souvent sous les traits d'un enfant adulte. Un fils ou une fille qui a 40, 50, parfois 60 ans et qui continue de fonctionner en relation avec ses parents comme si le cordon ombilical n'avait jamais été vraiment coupé. Ce n'est pas une question d'amour. L'amour est là, immense, sincère, des deux côtés. C'est une question de dynamique.
Une dynamique dans laquelle le parent, vous, peut-être, a progressivement endossé le rôle de régulateur émotionnel, de sauveur financier, de soutien inconditionnel, de dépôt de toutes les angoisses. Et cette dynamique, elle s'est installée si progressivement, avec tant de bonne volonté de part et d'autre, qu'il est très difficile de la voir de l'intérieur. Elle ressemble à de l'amour. Elle porte le nom de l'amour. Mais elle en a parfois le goût amer de la dépendance mutuelle. Je me souviens d'un homme, appelons-le Bernard, 73 ans, qui venait me voir avec une anxiété qui l'empêchait de dormir. Au fil des séances, on a compris que son anxiété était directement liée aux appels quasi quotidiens de son fils de 45 ans. Un fils qui traversait des difficultés réelles, professionnelles, conjugales, financières. Mais un fils qui, à chaque difficulté, appelait son père, et Bernard répondait, toujours, peu importe l'heure, peu importe son propre état, parce que, disait-il, c'est mon fils, et comment pourrait-il ne pas répondre? Ce que nous avons découvert ensemble, c'est que Bernard ne se rendait pas compte que ces réponses immédiates, systématiques, inconditionnelles, privaient son fils d'une ressource essentielle, la capacité à traverser lui-même l'inconfort, chaque fois que Bernard résolvait le problème, par un conseil, par une financière, par une présence rassurante au bout du fil, il envoyait à son fils un message implicite. Tu n'es pas capable de gérer ça seul. Et son fils, inconsciemment, l'entendait et revenait. Ce n'est pas la faute de Bernard. C'est la faute d'un amour qui n'avait pas encore trouvé sa forme adulte. Un amour qui confondait protéger et étouffer, soutenir et porter, être là et ne jamais laisser l'autre trouver son propre chemin. La psychologie du développement nous enseigne quelque chose de fondamental. Chaque être humain a besoin, pour grandir, de rencontrer sa propre capacité à surmonter les obstacles. Cette rencontre-là ne peut pas être faite par procuration. Elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui vous aime infiniment. Elle doit être faite par soi-même, dans l'inconfort, dans l'effort, parfois dans l'échec. Quand vous continuez à 70 ans et au-delà d'absorber les difficultés de vos enfants adultes comme si vous étiez leur pare-choc émotionnel, vous vous épuisez. Et, ce qui est peut-être plus douloureux encore à entendre, vous les empêchez de devenir pleinement eux-mêmes. Aimer à cet âge, ça peut vouloir dire apprendre à dire « je t'aime » et je crois en ta capacité à traverser ça. Je suis là, mais je ne porte pas à ta place. C'est une des formes d'amour les plus difficiles qui soient. Et c'est peut-être l'une des plus belles. Si ce que vous entendez vous touche, si quelque chose en vous reconnaît ces situations, je vous invite à vous abonner pour continuer à recevoir ces réflexions. Nous parlons ici de choses essentielles, de ces vérités douces et difficiles à la fois que la vie nous offre quand on a bien voulu s'y arrêter. Continuons. Parlons maintenant d'une troisième catégorie que j'appelle les gardiens du passé. Ce sont des personnes, et là encore, souvent des personnes que vous connaissez depuis longtemps, que vous aimez, avec qui vous avez partagé beaucoup, qui ont une capacité particulière à vous maintenir dans une version ancienne de vous-même. Vous savez ce phénomène? Vous retrouvez d'anciens amis, d'anciens collègues, parfois de la famille que vous ne voyez que rarement. Et quelque chose d'étrange se produit. En leur présence, vous redevenez qui vous étiez il y a 20 ans, 30 ans. Vous retrouvez les mêmes postures, les mêmes réflexes, les mêmes peurs même, comme si leur regard sur vous agissait comme un moule et que vous vous y couliez naturellement sans même vous en rendre compte. Ce phénomène est bien connu en psychologie sociale. On l'appelle parfois l'effet miroir figé. Les gens ne vous voient pas comme vous êtes aujourd'hui. Ils vous voient à travers le prisme de tout ce qu'ils ont vécu avec vous. Et ce prisme peut être extraordinairement résistant au changement. Vous avez grandi, mûri, changé, travaillé sur vous-même pendant 30 ans.
Mais eux vous voient encore comme l'anxieux de la famille, ou comme celui qui ne sait pas s'imposer, ou comme la femme qui a toujours eu besoin qu'on s'occupe d'elle. Et le plus troublant, c'est que leur regard peut finir par vous affecter. Pas parce que vous y croyez consciemment, mais parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous nous construisons partiellement dans le regard de l'autre. Et quand ce regard est figé dans une image ancienne de vous, il peut exercer une pression subtile pour que vous y conformiez. Après 70 ans, vous avez peut-être traversé des transformations importantes, des deuils qui vous ont mûri, des crises qui vous ont révélé des ressources insoupçonnées, des de solitude, de réflexion, de pratiques spirituelles ou simplement d'observation de la vie qui vous ont rendu plus sage, plus serein, plus libre. Tout ça est réel, tout ça vous appartient, et vous méritez d'être vu tel que vous êtes aujourd'hui, non tel que vous étiez. Gardiens du passé ne sont pas malveillants. Souvent ils vous aiment sincèrement, mais leur amour est un amour muséal. Ils vous ont mis sous verre dans un état particulier, à un moment particulier. Et chaque fois que vous cherchez à sortir du cadre, il y a dans leur regard une sorte d'étonnement, parfois même d'inquiétude, comme si votre évolution les menaçait eux. Parce que c'est parfois ça, la vérité difficile, si vous changez, leur propre image doit changer aussi. Si vous devenez plus serein, ils ne peuvent plus se définir comme ceux qui vous protègent de vous-même. Si vous devenez plus libre, ils ne peuvent plus se rassurer en vous comparant défavorablement à eux. Votre évolution les oblige à se remettre en question. Et ça, tout le monde n'en a pas envie. Avec ces personnes-là, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cette relation, dans sa forme actuelle, me permet d'être pleinement moi-même? Ou est-ce qu'elle me demande de jouer un rôle que j'ai depuis longtemps dépassé? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question qui mérite une vraie réponse. Et parfois, la réponse honnête est non, cette relation ne me permet pas d'être moi. Et cette réponse-là, aussi difficile soit-elle, peut être le point de départ d'une conversation importante, d'une redéfinition du lien, ou parfois d'une mise à distance nécessaire. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus délicat encore, quelque chose dont on parle peu, parce que ça touche à un tabou profond dans notre culture. Je veux parler des relations familiales toxiques. Et quand je dis toxiques, je ne parle pas d'abus manifestes, de violence, de situations extrêmes. Je parle de quelque chose de bien plus ordinaire et de bien plus difficile à nommer. Les relations familiales qui, malgré tous les sentiments, malgré toute la bonne volonté du monde, continuent de vous faire du mal. Dans une famille, il existe souvent ce que les thérapeutes familiaux appellent des rôles assignés. Depuis l'enfance, consciemment ou non, chaque membre de la famille s'est vu attribuer un rôle. Le fort et le faible. Celui qui réussit et celui qui échoue. Celui qu'on protège et celui qui protège. Le sage et l'impulsif. Ces rôles s'installent très tôt. Ils deviennent structurants pour l'ensemble du système familial. Et ils ont une résilience extraordinaire face au changement. Le problème, c'est que ces rôles ne correspondent souvent pas à la réalité profonde des personnes. Vous avez peut-être été défini comme le fort de la famille, celui sur qui tout le monde s'appuie, alors que vous portez depuis des décennies une fragilité que personne ne voit. Ou vous avez été défini comme le problème, le mouton noir, celui qui ne fait pas comme les autres, alors que votre singularité était en réalité votre plus grande richesse. Après 70 ans, vous avez peut-être commencé à voir ces rôles avec plus de clarté. Peut-être que vous en avez assez de jouer le fort alors que vous avez besoin de soutien. Peut-être que vous en avez assez de porter une culpabilité ancienne pour des erreurs que tout le monde a depuis longtemps oubliées, sauf vous. Peut-être que vous sentez, dans le fond de vous, qu'il est temps de cesser de vous définir parce que votre famille a décidé que vous étiez. Cette prise de conscience est précieuse.
Elle est même, je dirais, l'un des cadeaux les plus précieux que l'âge puisse offrir. Mais elle peut provoquer des résistances dans le système familial. Parce que quand un membre change de rôle, l'équilibre de tout le système est perturbé. Et cette perturbation, les autres membres de la famille ne l'accueillent pas toujours bien. Il y a quelque chose que j'ai observé souvent en clinique. Quand une personne âgée commence à poser des limites dans sa famille, à dire non, à demander davantage de respect, à refuser de continuer à jouer un rôle qui l'épuise, les réactions familiales peuvent être très vives. Des reproches, des accusations d'égoïsme, des comparaisons avec ce qu'on était avant, des remarques sur l'ingratitude. Et face à tout ça, beaucoup de gens reculent. Parce que la pression familiale est l'une des plus puissantes qui soit. Elle active des peurs très archaïques. La peur d'être exclu, la peur de ne plus être aimé, la peur de briser quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Mais voilà ce que je veux vous dire, avec toute la douceur et toute la fermeté dont je suis capable. Poser des limites dans une relation familiale, ce n'est pas briser la famille, c'est lui proposer une forme de relation plus vraie, plus saine, plus respectueuse de chacun. Et si cette proposition est refusée, si la famille ne peut fonctionner qu'à condition que vous continuiez à vous oublier, alors c'est une information importante sur la nature réelle de cette relation. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier sur l'autel de la paix familiale. Vous n'êtes pas obligé de taire votre souffrance pour que les repas de famille se passent bien. Vous n'êtes pas obligé, à 70 ans, de continuer à payer une dette émotionnelle qui ne vous appartient peut-être même pas. Laissez-moi vous parler d'une autre figure que je rencontre souvent dans les consultations et que j'appelle l'ami envieux silencieux. C'est quelqu'un qui de l'extérieur ressemble à un ami. Il était là dans les moments difficiles. Il connaît votre histoire. Il s'intéresse à votre vie. Mais quelque chose dans la relation vous laisse parfois un goût étrange. Quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à mettre en mots. L'envieux silencieux ne vous dira jamais qu'il vous envie. Souvent, il ne le sait pas lui-même. Mais son rapport à vos joies est particulier. Quand vous partagez une bonne nouvelle, il y a dans sa réaction quelque chose de légèrement décalé. Un enthousiasme qui sonne un peu faux, un commentaire anodin qui, sans que vous sachiez pourquoi, diminue légèrement votre bonheur. Une façon de relativiser, de comparer, de ramener la conversation à lui. Là encore, ce n'est pas de la malveillance calculée. C'est souvent de la souffrance. L'envieux silencieux souffre de sa propre vie. Il a des regrets, des frustrations, des aspirations non comblées. Et votre bonheur, involontairement, met en lumière tout ce qui lui manque. Vous n'êtes pas responsable de sa souffrance. Mais si vous êtes sensible, si vous êtes empathique, et après 70 ans, la plupart d'elles le sont profondément, vous absorbez quelque chose de cette souffrance sans même vous en apercevoir. Le signe le plus révélateur avec l'envieux silencieux, c'est celui-ci. Vous commencez progressivement à vous censurer en sa présence. Vous évitez de parler de vos succès, de vos joies, de vos projets. Vous minimisez ce qui va bien dans votre vie pour ne pas l'indisposer. Et cette censure-là, si subtile soit-elle, vous coûte quelque chose. Elle vous demande de diminuer votre propre lumière pour que l'autre ne se sente pas dans l'ombre. On n'a pas à diminuer sa lumière pour mettre l'autre à l'aise. On n'a pas à éteindre sa joie pour que la tristesse d'un autre soit moins visible. On peut aimer quelqu'un, on peut lui souhaiter du bien et en même temps reconnaître que cette relation, dans sa forme actuelle, nous demande trop. Si vous reconnaissez quelqu'un dans ce que je décris, si une personne vous vient à l'esprit en ce moment, je veux vous inviter à une chose simple. Observez. La prochaine fois que vous êtes avec cette personne, observez comment vous vous sentez après. Pas pendant. Pendant, les mécanismes d'adaptation sont actifs, on fait face, on gère, on sourit. Mais après, comment est votre corps?
Comment est votre humeur? Avez-vous envie de chanter ou avez-vous envie de vous allonger et de ne plus parler à personne? Le corps, après 70 ans, ne ment plus autant qu'avant. Il a moins de patience pour les auto-illusions. Et si chaque fois qu'une certaine personne quitte votre maison, vous vous sentez vidé, vous avez là une information précieuse. Une information que votre intelligence, votre loyauté, vos habitudes pourraient vouloir ignorer, mais que votre sagesse profonde, celle qui parle avec le langage des sensations et de la fatigue, vous offre en cadeau. Si vous m'avez suivi jusqu'ici et que ces réflexions vous touchent, prenez un instant maintenant pour vous abonner. Ces conversations sur la manière d'aimer mieux, de vivre mieux, de protéger ce qui nous reste de précieux dans le temps qui avance, elles méritent d'être poursuivies. Et vous méritez de les avoir à portée de main. J'aimerais maintenant vous parler d'une dynamique que les psychologues appellent le drama triangle, le triangle dramatique. C'est un concept développé par le psychologue Stephen Karpman dans les années 60 et il m'a toujours semblé d'une pertinence extraordinaire pour comprendre certaines relations épuisantes. Dans ce triangle, il y a 3 positions, le sauveur, la victime et le persécuteur. Et dans les relations dysfonctionnelles, les personnes occupent ces positions et tournent entre elles de façon circulaire, souvent sans en être conscientes. La position la plus fréquente pour les personnes bienveillantes et aidantes, et à 70 ans, beaucoup ont développé une vocation d'aide profonde, c'est celle du sauveur. Le sauveur est quelqu'un qui se sent appelé à résoudre les problèmes des autres, qui éprouve un sentiment de valeur personnelle dans le fait d'être utile, d'être indispensable, d'être celui ou celle vers qui on se tourne dans la difficulté. Être un sauveur n'est pas en soi une mauvaise chose. La générosité, l'aide mutuelle, le soutien, ce sont des valeurs belles et nécessaires. Le problème commence quand le rôle de sauveur devient une identité. Quand vous avez tellement construit votre estime de vous sur le fait d'être là pour les autres que vous ne savez plus comment exister autrement, parce que le sauveur attire des victimes, pas par hasard, par une sorte de sélection relationnelle inconsciente. Les personnes qui ont besoin d'être sauvées reconnaissent les sauveurs. Elles se sentent attirées par eux. Et le sauveur, lui, se sent vivant dans cette relation. Il se sent nécessaire. Il se sent bon. Jusqu'au moment où il se sent épuisé. Et là, quelque chose de paradoxal se produit. Quand le sauveur est épuisé, quand il n'a plus la capacité de donner, la victime peut se transformer en persécuteur. Elle peut devenir accusatrice, déçue, blessée. Elle peut dire implicitement ou explicitement: Tu étais là pour moi, et maintenant tu m'abandonnes. Et le sauveur, submergé de culpabilité, reprend son rôle. Le cycle recommence. Reconnaissez-vous quelque chose de cela dans votre vie? Il n'y a aucun jugement dans cette question. C'est une dynamique que j'ai observée chez des personnes d'une grande bonté, d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité. Ce ne sont pas les gens mauvais qui tombent dans le triangle dramatique. Ce sont souvent les meilleurs d'entre nous. Sortir du triangle dramatique ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie apprendre à aider différemment, à passer du rôle de sauveur, qui résout à la place de l'autre, au rôle de témoin bienveillant, qui accompagne l'autre dans sa propre résolution. C'est un déplacement subtil mais profond, et il peut transformer entièrement la qualité de vos relations. Je veux parler maintenant de quelque chose que je considère comme l'un des défis les plus singuliers de la vieillesse. La gestion des relations avec les personnes qui souffrent de maladies chroniques, mentales ou physiques, et dont vous êtes devenu l'aidant principal. Je sais que ce sujet est délicat. Je sais que certains d'entre vous s'occupent d'un conjoint malade, d'un frère ou d'une sœur dépendant, d'un ami dont la santé décline rapidement. Et je sais que dans ces situations, parler de protéger son énergie peut sembler scandaleux.
Comment parler de ses propres besoins quand l'autre souffre. Pourtant, je dois vous le dire, l'épuisement de l'aidant est l'une des réalités les plus documentées et les plus négligées de notre société. Des études montrent de manière répétée que les aidants qui ne prennent pas soin d'eux développent des problèmes de santé graves, physiques et psychologiques, souvent avant même la personne qu'ils aident. C'est une réalité que la médecine reconnaît, que la psychologie confirme, et que notre culture n'intègre toujours pas suffisamment. Prendre soin de quelqu'un qui souffre, c'est l'un des actes d'amour les plus nobles qui soient. Mais cet acte d'amour, pour être durable, pour être vraiment utile, a besoin de se nourrir quelque part. Il a besoin de ressources. Et ces ressources ne tombent pas du ciel. Elles viennent du soin que vous prenez de vous-même. Les aidants qui durent, qui restent présents et efficaces sur le long terme, sont ceux qui ont appris à poser des limites. Non pas des limites d'amour. L'amour peut être sans limites, mais des limites de capacité. Des limites honnêtes avec elles-mêmes sur ce qu'ils peuvent donner. Et pendant combien de temps et à quelle fréquence. Cela peut vouloir dire accepter de l'aide extérieure. Cela peut vouloir dire prendre des week-ends de repos. Cela peut vouloir dire à la personne aimée « Je ne peux pas être là ce soir ». Et c'est une vérité d'amour, pas un abandon. Il y a une phrase que j'utilise souvent avec les aidants que je rencontre. On ne peut pas verser de l'eau d'un vase vide. Simple, presque naïve dans sa formulation, mais d'une justesse absolue. Pour continuer à donner, il faut avoir quelque chose à donner. Et pour avoir quelque chose à donner, il faut se recharger. Votre épuisement n'aide personne, ni vous, ni la personne que vous aimez. Votre présence épuisée, tendue, vidée est infiniment moins précieuse que votre présence reposée, nourrie, vivante. Et cette dernière ne peut exister qu'à la condition que vous la protégiez. Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose de plus intérieur encore. Quelque chose qui ne concerne pas seulement les autres, mais aussi une certaine voix en vous. Je veux parler de la culpabilité. La culpabilité est peut-être la principale raison pour laquelle les personnes âgées continuent à donner leur énergie à des situations et à des personnes qui les épuisent. Non pas parce qu'elles ne voient pas le problème, mais parce qu'à chaque fois qu'elles envisagent de changer quelque chose, une voix intérieure se lève et dit « Mais tu ne peux pas faire ça. Ce serait mal. Ce serait égoïste. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Tu n'es pas comme ça, toi. Tu es quelqu'un de bien. Et les gens bien, ça donne sans compter. » Cette voix, je la reconnais. Je l'ai entendue dans des centaines de consultations. Et je veux vous dire quelque chose sur elle. Elle ne vous veut pas du mal. Elle a été construite au fil des années à partir de messages reçus dans l'enfance, à partir de valeurs inculquées par votre culture, votre famille, votre religion peut-être. Elle essaie de vous protéger de la honte, du rejet, du sentiment d'être une mauvaise personne. Mais elle se trompe souvent. Elle confond la générosité et l'abnégation. Elle confond l'amour vrai et le sacrifice de soi. Elle confond être un homme ou une femme de bien et ne jamais refuser quoi que ce soit à qui que ce soit. La culpabilité saine est utile. Quand vous faites quelque chose de vraiment mauvais, la culpabilité vous le signale et vous invite à réparer. Ça, c'est la culpabilité au service de la conscience morale. Mais la culpabilité chronique, celle qui se lève à chaque fois que vous envisagez de prendre soin de vous, celle qui vous frappe dès que vous pensez à vos propres besoins, cette culpabilité-là n'est pas un signal moral, c'est un conditionnement. Et les conditionnements peuvent être revisités même à 70 ans, même à 80 ans. Ce travail de revisiter la culpabilité, il peut se faire seul, dans la réflexion, dans la méditation, dans l'écriture. Il peut aussi se faire avec un thérapeute, un confident, un groupe de parole. Mais il commence toujours par la même chose. Reconnaître que la culpabilité que vous ressentez n'est pas la voie de la vérité.
C'est la voix d'une ancienne peur. Et cette peur mérite d'être regardée avec tendresse et doucement, avec patience, déposée. Je voudrais vous parler maintenant d'une chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est en lien direct avec la question de l'énergie après 70 ans. Je veux vous parler de la solitude choisie. Dans notre culture, la solitude est souvent vécue comme un problème, une pathologie sociale, quelque chose dont il faut guérir, quelque chose dont il faut sortir. On associe la solitude des personnes âgées à l'abandon, à l'échec social, à la tristesse. Mais il y a une solitude qui n'a rien à voir avec tout ça. Il y a une solitude qui est une ressource, une solitude qui est active, nourrissante, choisie. C'est la solitude de celui qui a besoin de silence pour entendre sa propre voix. C'est la solitude de celle qui a besoin d'espace pour se retrouver après avoir trop donné. C'est la solitude du philosophe, du contemplatif, de l'artiste, pas parce qu'il fuit les autres, mais parce qu'il a besoin de lui-même. Après 70 ans, beaucoup de personnes découvrent pour la première fois de leur vie qu'elles aiment être seules, que le silence n'est pas ennuyeux mais reposant, que l'absence de stimulation sociale n'est pas une privation mais une libération. Et elles ne savent parfois pas quoi faire de cette découverte, parce que toute leur vie, elles ont été conditionnées à l'idée que valeur sociale équivaut à nombre de relations, à présence dans les dîners, à disponibilité permanente pour les autres. Mais cette préférence pour la solitude n'est pas un signe de dépression, ce n'est pas un signe d'échec relationnel, c'est souvent un signe de maturité, un signe que vous avez suffisamment travaillé votre intériorité pour trouver en vous-même une compagnie que vous appréciez. Et ça, c'est une forme de richesse psychologique que très peu de jeunes personnes possèdent. Je vous encourage à protéger cette solitude, à la revendiquer si nécessaire, à expliquer à ceux qui s'en inquiètent que vous allez bien, que vous n'êtes pas triste, que vous avez simplement choisi de passer davantage de temps avec vous-même. Et que ce temps-là est aussi précieux, aussi légitime, aussi nécessaire que le temps passé avec eux. La solitude choisie n'est pas une fuite des autres, c'est un retour à soi. Et ce retour à soi est peut-être le fondement de tout le reste. Je veux maintenant aborder une dimension qui traverse tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici. La question du sens. Parce que derrière la question de l'énergie, derrière la question des relations épuisantes, il y a une question plus profonde encore. Pourquoi est-ce que je veux dépenser mon énergie restante? À 20 ans, cette question est souvent floue. On dépense son énergie un peu partout parce qu'on en a beaucoup et parce qu'on n'a pas encore suffisamment vécu pour savoir ce qui compte vraiment. À 40 ans, on commence à avoir des préférences, mais les obligations professionnelles, familiales, sociales remplissent encore beaucoup d'espace. Mais après 70 ans, quelque chose se simplifie. Ou plutôt, quelque chose peut se simplifier si on lui en donne la permission. Les obligations se réduisent. Le regard des autres pèse moins lourd. Le besoin d'approbation sociale s'atténue. Et dans cet espace libéré, une question se pose avec une clarté nouvelle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce qui comptait pour vos parents. Pas ce qui compte pour votre famille. Pas ce que la société vous a dit de valoriser. Mais vous, profondément, authentiquement, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Cette question peut sembler simple. Elle ne l'est pas. Beaucoup de gens ont passé toute leur vie à répondre aux attentes des autres sans jamais vraiment se poser cette question pour eux-mêmes. Et à 70 ans, l'entendre peut provoquer un vertige doux parfois, ou parfois une sorte de douleur, une douleur de regret pour tout le temps passé à vivre selon des critères qui n'étaient pas les siens. Mais voilà ce que je veux vous dire, il n'est pas trop tard. Je sais que cette phrase est usée, que tout le monde l'a dit, mais je la dis avec une conviction profonde, nourrie
par des années de travail clinique avec des personnes en fin de vie, des personnes qui avaient 85-90 ans et qui continuaient à grandir, à se transformer, à découvrir des joies qu'elles n'avaient jamais connues. La vie psychologique ne s'arrête pas. Elle n'a pas de date d'expiration. Et la capacité à choisir, à prioriser, à dire oui à ce qui nourrit et non à ce qui vide, cette capacité-là reste vivante tant que vous l'êtes. Alors je vous pose cette question et je vous invite à y réfléchir vraiment, peut-être après cet échange, dans ce moment de solitude choisie dont nous parlions tout à l'heure. Si vous ne deviez garder dans votre vie que les choses et les personnes qui vous donnent de l'énergie plutôt que de la prendre, à quoi ressemblerait votre vie? Pas la vie idéale, abstraite, impossible. Votre vie à vous, concrète, avec ses contraintes réelles, mais avec une conscience nouvelle de ce qui vous nourrit et de ce qui vous épuise. Certains d'entre vous, en répondant à cette question, vont trouver des surprises. Des surprises heureuses. Des personnes qu'ils avaient peut-être négligées et qui, à bien y réfléchir, sont d'une valeur inestimable. Des activités qu'ils avaient abandonnées il y a longtemps et qui leur manquent. Des espaces, un jardin, une bibliothèque, une forêt, où ils se sentent vraiment eux-mêmes. Et certains vont trouver des réponses plus difficiles. Des réponses qui impliquent des changements dans des relations importantes. Des décisions courageuses, des conversations délicates. Pour cela, je veux dire, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir peur et avancer quand même. Et à 70 ans, vous avez derrière vous une vie entière de preuves de votre courage, même si vous ne les reconnaissez pas toujours, même si vous avez tendance à les minimiser. Vous avez traversé des choses, vous avez survécu à des choses. Vous avez perdu des gens que vous aimiez et vous avez continué. Vous avez traversé des crises, des maladies, des échecs, des séparations, des peurs. Et vous êtes là, encore là, avec cette capacité intacte de vous interroger, de ressentir, de chercher à comprendre, de vouloir mieux vivre. C'est une forme de force extraordinaire. Et cette force mérite d'être mise au service de votre propre floraison, pas seulement au service des autres. Si ce chemin de réflexion vous accompagne, je vous invite à continuer à cheminer ensemble. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces échanges et partagez cet audio avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce geste simple est une façon de prolonger cette conversation bien au-delà de vous. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de concret. Nous avons beaucoup parlé de reconnaître, de comprendre, de voir clairement. Mais la reconnaissance ne suffit pas. À un moment, il faut agir. Et agir dans le contexte des relations humaines, ça commence presque toujours par la communication. Comment parler à quelqu'un dont nous ressentons qu'il nous épuise? Comment dire à un enfant adulte que nous n'allons pas pouvoir continuer à fonctionner comme une banque émotionnelle ouverte 24 heures sur 24? Comment dire à un ami de longue date que certaines conversations nous font du mal? Ces questions sont redoutables parce qu'elles impliquent le risque du conflit, le risque de blesser, le risque d'être mal compris. Et après 70 ans, beaucoup de personnes ont développé un rapport particulièrement fort à la paix relationnelle. Elles ont vu suffisamment de conflits dans leur vie pour avoir une aversion profonde à en créer de nouveaux. Mais voilà ce que l'expérience clinique m'a appris. La vérité dite avec douceur cause rarement autant de dommages que le silence prolongé, le silence qui accumule, le silence qui se transforme en ressentiment, le silence qui finit par créer entre les personnes une distance bien plus difficile à traverser que n'importe quelle conversation difficile. Dire une vérité avec douceur, ça ne veut pas dire l'édulcorer jusqu'à ce qu'elle perde son sens. Ça veut dire la dire avec le respect et l'amour qui sont réels dans la relation. Ça peut ressembler à ceci. Je t'aime et je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Ces derniers temps,
Je me sens épuisé après nos conversations et j'ai besoin qu'on trouve ensemble une façon de nous voir qui nous fasse du bien à tous les deux. Cette phrase-là n'accuse pas, elle ne condamne pas, elle part de soi, de son propre vécu, de ses propres besoins, et elle invite l'autre à une co-construction, à une recherche commune d'une meilleure façon d'être ensemble. Certaines personnes recevront bien ce message. Elles seront touchées par votre honnêteté. Elles ne savaient pas que leur présence pesait ainsi. Et cette conversation pourra ouvrir quelque chose de nouveau et de plus vrai dans la relation. D'autres recevront ce message moins bien. Elles seront blessées, défensives, peut-être en colère. Et face à ça, vous devrez faire un choix. Est-ce que je tiens à cette relation suffisamment pour traverser cette période difficile avec patience et bienveillance? Ou est-ce que cette réaction confirme ce que je ressentais déjà? Ni l'une ni l'autre de ces réponses n'est forcément la bonne. Elles dépendent de chaque situation, de chaque personne, de chaque histoire. Ce qui compte, c'est que le choix soit le vôtre, conscient, libre, nourri par votre propre compréhension de ce qui est juste pour vous. Il y a un concept que j'aimerais vous offrir ici et que j'appelle le deuil relationnel. Parce que parfois, protéger son énergie implique de laisser certaines relations se transformer, ou se distancier, ou même se terminer. Et ça, même quand c'est la bonne décision, ça fait mal. Et cette douleur mérite d'être reconnue. Faire le deuil d'une relation, même d'une relation toxique, même d'une relation épuisante, c'est reconnaître que quelque chose avait de la valeur, que cette personne avait de la valeur dans votre vie, même si la relation ne fonctionnait plus, que les moments partagés étaient réels, même si la dynamique actuelle est devenue impossible. Ce deuil n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité, et le traverser honnêtement, sans minimiser la perte et sans s'y noyer, fait partie du chemin. La pleine conscience que je pratique et que j'enseigne depuis de nombreuses années peut être d'une aide précieuse dans ces moments. Pas pour anesthésier la douleur, mais pour l'accueillir, pour lui permettre de traverser comme une vague sans vous emporter. La peine du deuil relationnel, quand on lui donne de l'espace, quand on ne la combat pas, finit par trouver son chemin. Elle se transforme. Elle laisse souvent place à quelque chose de plus serein, à une forme de paix. Et après, parfois à une légèreté inattendue. Je veux vous parler maintenant de quelque chose de très beau, de quelque chose que beaucoup de personnes découvrent après avoir fait ce travail de déposer les relations épuisantes et de protéger leur énergie. Je veux vous parler de l'espace qui se crée. Quand vous cessez de dépenser votre énergie dans des relations qui vous vident, il se crée un espace de temps, un espace d'attention, un espace de présence. Et dans cet espace, des choses peuvent naître, des projets auxquels vous pensiez depuis des années et pour lesquels vous n'aviez jamais le temps, des relations nouvelles, plus légères, plus joyeuses, avec des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées si votre agenda émotionnel n'était pas perpétuellement plein, des activités qui vous ressemblent vraiment, une façon d'habiter vos journées qui correspondent à qui vous êtes profondément, plutôt qu'à ce qu'on attend de vous. J'ai rencontré une femme, appelons-la Madeleine, 75 ans, qui avait passé les 20 dernières années à s'occuper de tout le monde autour d'elle. Ses enfants, ses petits-enfants, une voisine âgée, une sœur malade. Elle était épuisée. Elle était venue me voir parce qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle avait l'impression d'être devenue transparente à elle-même. Nous avons travaillé ensemble sur la façon de redistribuer les responsabilités, de déléguer ce qui pouvait l'être, de dire non avec douceur à ce qui n'était pas vraiment de sa responsabilité. Ça a pris du temps. Il y a eu de la résistance, de la culpabilité, des nuits difficiles. Mais peu à peu, un espace s'est créé. Et dans cet espace, Madeleine a repris la peinture. Quelque chose qu'elle avait abandonné à l'âge de 30 ans,
quand les enfants étaient arrivés. Elle a dit, et je me souviens de cette phrase mot pour mot, elle a dit « J'avais oublié qui j'étais avant d'être la mère de tout le monde. En reprenant un pinceau, je me suis retrouvé. Cette phrase m'a touché profondément, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que nous faisons quand nous libérons notre énergie des relations épuisantes. Nous ne nous appauvrissons pas, nous nous retrouvons. Et ce que nous retrouvons, souvent, c'est quelque chose qui était là depuis le début. Une curiosité, une passion, un sens du beau, une joie de vivre qui n'attendait que d'avoir un peu d'air pour s'épanouir. Alors je veux vous poser cette question et je vous invite à la laisser résonner doucement en vous. Qu'avez-vous mis de côté? Qu'est-ce qui attendait patiemment dans un recoin de votre être pendant que vous étiez occupé à répondre aux besoins de tout le monde? Ce n'est pas une question mélancolique, c'est une question d'avenir. Parce que ce qui attend là, dans ce recoin, ça peut encore fleurir. La beauté de la deuxième moitié de la vie, et en particulier de ces années après 70, c'est qu'elles offrent souvent, pour la première fois, la permission d'exister pour soi. Je voudrais border maintenant un sujet particulièrement délicat, qui est la relation au conjoint ou au partenaire de vie. Parce que dans le contexte de ce dont nous parlons aujourd'hui, protéger son énergie, reconnaître les relations épuisantes, la question du couple mérite une attention particulière. Certains couples qui arrivent à 70 ans ensemble ont trouvé une forme de complicité, d'équilibre, de réciprocité qui est l'une des plus belles choses que j'ai jamais observées. Ces couples-là se nourrissent mutuellement. L'un donne et reçoit, l'autre reçoit et donne. Il y a une fluidité, une tendresse, une façon de se regarder qui dit « j'ai choisi de vieillir avec toi ». Et ce choix me rend vivant. Mais d'autres couples ont traversé des décennies en fonctionnant selon des dynamiques qui, si elles n'étaient pas catastrophiques, n'étaient pas non plus vraiment nourrissantes. Des couples où l'un a pris et l'autre a donné, sans que jamais cela soit vraiment nommé ou questionné, où les rôles se sont figés tôt et sont restés en place par inertie, où la cohabitation a remplacé la rencontre véritable. Après 70 ans, certains de ces couples font face à un réveil difficile. La retraite libère du temps et révèle des incompatibilités qui étaient masquées par l'activité professionnelle. La maladie d'un des partenaires redistribue les rôles de manière abrupte. Les enfants qui quittent le nid laissent deux personnes face à face qui se rendent compte qu'elles se connaissent moins bien qu'elles ne le pensaient. Ce que je veux dire ici, avec beaucoup de précaution et beaucoup de respect pour la complexité de ces situations, il n'est jamais trop tard pour reconstruire quelque chose de plus vrai dans un couple. Il n'est jamais trop tard pour nommer ce qui ne va pas, pour commencer des conversations qui n'ont jamais été entamées, pour demander à l'autre « Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je te donne ce dont tu as besoin? Est-ce que tu me donnes ce dont j'ai besoin ?» Ces conversations-là sont parfois les plus difficiles de toute une vie, parce qu'elles impliquent une vulnérabilité que nous avons soigneusement protégée pendant des décennies. Mais elles peuvent aussi être les plus libératrices, les plus transformatrices. Et pour ceux qui se retrouvent dans un couple où l'énergie est systématiquement prélevée, où l'un des partenaires est épuisé par l'autre depuis des années, là aussi, le droit à la vérité existe. Le droit à dire « voilà comment je me sens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui est possible pour moi et ce qui ne l'est plus ». Ces conversations ne détruisent pas les couples, elles peuvent les transformer. Et parfois, oui, elles aboutissent à des changements de forme, une plus grande distance, des arrangements différents, parfois une séparation. Ces situations-là sont douloureuses, mais elles peuvent aussi être, dans le long terme, plus respectueuses de deux personnes que de continuer à vivre une fiction.
Je veux maintenant parler de quelque chose de spirituel, dans le sens le plus large et le plus laïque du terme. Je veux parler de la question du sens de sa propre finitude. À 70 ans et au-delà, la mort n'est plus une abstraction, elle est une réalité présente dans le paysage. Des amis sont partis, peut-être un conjoint, un frère, une sœur, peut-être des enfants pour les plus touchés d'entre vous, et la mort se rapproche, pas comme une menace imminente nécessairement, mais comme une présence qui transforme le rapport au temps. Cette présence peut être une source d'angoisse, et pour beaucoup, elle l'est. Mais elle peut aussi être, et je crois que c'est l'une des grandes leçons de la psychologie de l'âge avancé, une source de clarification extraordinaire. Quand on sait que le temps est compté, pas morbidement, mais avec un réalisme paisible, on se met à valoriser différemment. On ne veut plus gaspiller les heures dans des interactions qui nous vident. On ne veut plus passer des soirées avec des personnes dont la compagnie ne nous apporte rien. On ne veut plus lire des livres que l'on n'aime pas jusqu'à la fin par politesse envers leur auteur. On veut vivre vraiment, pleinement, avec intention. La conscience de la finitude, quand elle est intégrée sans être niée ni dramatisée, devient un guide. Elle dit voilà ce qui compte. Elle dit voilà ce qui ne compte pas. Elle dit voilà les personnes avec lesquelles tu veux passer le temps qui te reste. Les psychologues qui travaillent en soins palliatifs témoignent d'un phénomène remarquable. À l'approche de la mort, la très grande majorité des personnes ne regrettent pas d'avoir travaillé moins. Elles ne regrettent pas d'avoir moins accumulé. Elles regrettent presque toujours les mêmes choses. Ne pas avoir dit ce qu'elles ressentaient. Ne pas avoir passé davantage de temps avec ceux qu'elles aimaient vraiment. Ne pas s'être permis plus de joie. Ces regrets-là sont une boussole. Et vous avez encore le temps de les écouter. Je veux partager avec vous une réflexion qui m'est personnelle et qui concerne ce que j'appelle les relations intérieures, parce que nous avons beaucoup parlé des relations avec les autres. Mais il y a aussi une relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et cette relation-là mérite toute notre attention. La façon dont vous vous parlez à vous-même a un impact direct sur votre énergie, sur votre capacité à vous lever le matin avec le sentiment d'avoir sa place dans le monde, sur votre capacité à vous protéger, à vous nourrir, à vous choisir. Beaucoup de personnes, après 70 ans, ont une voix intérieure qui est d'une sévérité déconcertante. Une voix qui liste les erreurs, qui rappelle les échecs, qui doute de la valeur de ce qu'on fait. Une voix qui dit « tu aurais pu faire mieux ». Tu n'en as pas assez fait, tu as gâché trop de temps, tu as déçu trop de gens, cette voix n'est pas la vérité. Elle est l'accumulation de toutes les critiques, de toutes les attentes non satisfaites, de tous les standards imposés qui se sont déposés au fil des ans dans votre psyché. Et si vous voulez vraiment protéger votre énergie, pas seulement des autres, mais de vous-même, apprendre à répondre à cette voix avec la même douceur que vous offririez à un ami cher est une pratique essentielle. Comment répondriez-vous si un ami proche vous disait ⁇ J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, d'avoir trop déçu, de ne pas en avoir fait assez ?⁇ Vous ne lui répondriez certainement pas ⁇ Tu as raison, tu es un échec ⁇ Vous lui répondriez avec une tendresse immense. Vous lui rappelleriez tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a surmonté, tout ce qu'il est. Offrez-vous cette même réponse, pas comme une illusion, pas comme une complaisance, mais comme une juste reconnaissance de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez donné, de ce que vous avez été. Vous méritez votre propre tendresse, autant, sinon plus, que n'importe qui d'autre dans votre vie. Si ce voyage intérieur que nous faisons ensemble vous touche, je veux vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de rester, de m'écouter, de prendre ce temps pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble. Ces conversations méritent d'être prolongées
Et il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Approchons-nous maintenant de la conclusion de ce long chemin. Et avant de conclure, je veux parler d'une chose qui traverse tout ce que nous avons évoqué, la reconstruction. Parce que ce dont nous parlons ici, protéger son énergie, revoir ses relations, déposer certaines charges, ce n'est pas un processus de retrait du monde. Ce n'est pas un appauvrissement de la vie sociale. C'est une reconstruction sur des fondations plus vraies, plus solides, plus respectueuses de qui vous êtes vraiment. Cette reconstruction prend du temps, elle n'est pas linéaire, il y a des avancées et des reculs. Il y a des jours où tout semble clair, et des jours où la culpabilité revient, où les vieilles habitudes reprennent le dessus, où vous vous retrouvez à nouveau à dire oui à quelque chose pour lequel vous vouliez dire non. Et ces jours-là ne sont pas des échecs, ils font partie du chemin. La transformation psychologique réelle ne ressemble pas au montage cinématographique, ce moment de révélation soudaine où tout change d'un coup. Elle ressemble plutôt à l'eau qui érode doucement la roche, un geste après l'autre, une décision après l'autre, un nom prononcé doucement, puis le suivant et le suivant encore. À 70 ans et plus, vous avez une chose précieuse que les jeunes n'ont pas encore, la patience, non pas la résignation. La résignation et la patience sont très différentes. La résignation dit « c'est comme ça, je ne peux rien y changer ». La patience dit « je sais que ça prend du temps et je suis là pour la durée ». Vous êtes là pour la durée. Et chaque pas, même petit, compte. Je veux aussi vous parler de la joie, parce que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, les relations épuisantes, les dynamiques toxiques, la culpabilité, la finitude, tout ça pourrait donner l'impression que la vie, après 70 ans, est une sorte de dépouillement mélancolique, un tri de fin de vie sombre et solitaire. Ce n'est pas du tout ce que je veux vous laisser. Ce n'est pas du tout ce que je crois. La vie, après 70 ans, peut-être, et pour beaucoup de personnes qui ont fait ce travail de discernement, elle est effectivement une période d'une richesse extraordinaire, une période où les plaisirs sont plus simples mais plus profonds, où les relations sont moins nombreuses mais plus vraies, où le temps a une texture différente, plus dense, plus savoureuse. Je pense à tous ces hommes et toutes ces femmes que j'ai rencontrés au fil de ma vie professionnelle et personnelle, qui rayonnaient d'une joie sereine dans la 8e, 9e décennie de leur vie. Pas une joie de façade, pas une joie qui nie les difficultés, mais une joie profonde, enracinée, celle qui vient de savoir qui l'on est, de savoir ce qui compte, de savoir que l'on vit en accord avec ses propres valeurs. Cette joie-là est accessible. Elle n'est pas réservée à une élite psychologique ou spirituelle. Elle est le fruit d'une pratique. La pratique de l'honnêteté avec soi-même. La pratique de la bienveillance envers soi-même. La pratique du discernement dans les relations. La pratique du oui à ce qui nourrit et du non à ce qui vide. Ces pratiques, nous en avons parlé aujourd'hui. Et vous en avez déjà les semences en vous. Parce que si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche exactement ça. Vivre mieux, vivre plus vrai, vivre plus libre. Je voudrais terminer par une image, l'image d'un jardin. Un jardin, dans sa jeunesse, accepte tout. On y plante ce qui pousse facilement, ce qui remplit l'espace, ce qui plaît aux voisins. On n'a pas encore le temps, pas encore l'expérience, pas encore l'espace intérieur pour faire des choix vraiment délibérés. Et le jardin peut être beau, d'une beauté exubérante, un peu désordonnée. Mais un jardin qui vieillit et qui est entretenu par quelqu'un qui a appris à l'aimer vraiment, se transforme. Il devient plus intentionnel. On retire les plantes envahissantes qui étouffent les autres. On protège les espèces rares et précieuses. On choisit avec soin ce qu'on laisse entrer et ce qu'on laisse sortir. Et ce jardin-là, plus sobre que le premier peut-être, mais d'une beauté qui tient à chaque élément,
d'une harmonie qui n'est pas l'effet du hasard, mais du discernement. Ce jardin est souvent le plus beau qu'une vie puisse offrir. Vous êtes ce jardin, et vous avez la sagesse maintenant de choisir ce qui y pousse. Après 70 ans, ne donnez plus votre énergie à ceux qui la prennent sans jamais la rendre. Ne la donnez plus à ceux qui vous maintiennent figé, dans qui vous étiez plutôt que de vous voir tel que vous êtes. Ne la donnez plus à la culpabilité qui vous dit que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vous. Ne la donnez plus aux dynamiques de sauvetage qui vous épuisent sans vraiment aider personne. Donnez votre énergie à ce qui vous rend vivant, à ceux qui vous voient vraiment, à des projets qui vous ressemblent, à des joies simples et profondes, à votre propre floraison. Vous le méritez, non pas parce que vous avez tout réussi, tout bien fait, tout mérité au sens strict du terme, mais simplement parce que vous êtes en vie, et que la vie à tout âge mérite d'être vécue vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est un voyage que nous avons fait ensemble, et votre présence jusqu'au bout me touche. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, une réflexion, un souffle, un peu de clarté, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces questions que nous avons explorées ensemble, elles sont universelles. Elles concernent chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de la vie. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout, permettez-vous d'être pris en soin.